Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo face cam où on va discuter un peu. C'est la fin de l'année, donc là, tout le monde va fermer les bilans 2024. C'est le temps de faire la rétrospective et de se demander qu'est-ce qu'on fait pour 2025. Et la question se pose notamment pour nous les devs en tant que développeurs d'une part, mais aussi en tant que freelance. Alors j'ai fait quelques petites notes là devant moi, avec quelques petites questions qui reviennent souvent, toujours au cours de l'année. On pose ces questions, il y a des gens qui veulent se lancer, des gens qui veulent pas se lancer. Je pense que tu le sais, mais à un moment donné, j'ai fait un programme d'accompagnement pour les devs qui voulaient passer freelance. Donc il y a pas mal de choses de retour d'expérience terrain que je vais mettre là-dedans. Et donc si ça s'intéresse, tu peux rester jusqu'à la fin, commenter, poser des questions. Je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo si il y a énormément de questions qui ne sont pas traitées. Mais en gros, le but c'est, voilà, est-ce que c'est toujours pertinent d'être freelance en 2025 ? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est pertinent et est-ce que c'est quelque chose qui est facile, ou est-ce que c'est plus facile d'aller vers le CDI et donc voilà, on va essayer de répondre à cette question-là parce que c'est pas la même réponse pour tout le monde. Il y en a qui sont seniors, il y en a qui sont juniors, il y en a qui viennent d'arriver sur le marché, il y en a qui sont sur tel techno, tel autre techno. C'est vraiment pas du tout la même chose et c'est pour ça que c'est une question qui est difficile à répondre. Mais en gros, on va dire que le premier point, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver les missions ? Parce que aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont tentées, des choses qui marchent, d'autres choses qui ne marchent pas. Par exemple, les plateformes. Les plateformes, aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Mais en réalité, je pense que le problème ne vient pas des plateformes, le problème vient de la demande. Et les plateformes, elles ont une manière de marcher, elles ont une manière de fonctionner. Mais forcément, elles ne peuvent pas créer du travail. Elles ne font que faire des transitions. C'est comme des ESN, en fait, c'est des ESN en ligne. Donc, tu as des job boards, tu as des plateformes, tu as LinkedIn, tu as ces canaux-là qui sont des canaux d'acquisition principaux sur du démarchage à froid en ligne. En gros, c'est-à-dire que quand tu veux te montrer, le mieux, c'est d'abord de faire un profil Malte, d'abord faire un profil LinkedIn, réfléchir à qui tu parles, comment tu parles, toute la partie marketing pour savoir qu'est-ce que tu vas proposer. Est-ce que si tu proposes juste développeur JavaScript, forcément, il y en a plein. Si tu proposes développeur JavaScript qui est spécialisé dans les logiciels de comptabilité, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, tu vas avoir moins de concurrence. Donc il y a tout ce travail-là qui est à faire en amont sur qu'est-ce que tu vends, avant même de s'inscrire sur les plateformes. Je pense que les plateformes, elles ne sont pas là pour faire le travail à ta place. C'est un travail que tu dois d'abord faire, que tu dois d'abord cerner ce dans quoi tu es bon, ce sur quoi tu veux te positionner, où est-ce qu'il y a un besoin sur le marché. Et c'est très difficile parce que quand tu te lances en tant que junior, tu ne connais pas le marché par définition. Donc tu vas te retrouver à pas trop savoir. Donc c'est là où moi j'avais fait un accompagnement parce que je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment être accompagné. Moi j'ai été accompagné, franchement ça m'a aidé énormément. Et aujourd'hui j'ai plus ces problématiques. Pour te le dire sincèrement, parce que c'est un retour d'expérience aussi que je veux donner, sur les plateformes, j'ai rarement, voire pas du tout, quelques toutes petites missions trouver du boulot via les plateformes, que ce soit Malte, quelle que soit la plateforme. Donc après LinkedIn c'est différent parce que LinkedIn c'est un réseau et c'est un réseau en ligne, c'est un réseau qu'il faut entretenir, il faut publier, il faut avoir une planification pour combien de fois tu publies, il faut avoir aussi une ligne éditoriale. C'est bête, mais c'est ça, c'est à qui tu parles. Parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne, tu postes pour rien. Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ces posts-là ? Donc voilà, ça c'est la partie plateforme. Moi je pense que la partie plateforme, elle n'est pas... on y accorde trop d'importance. Il y a des freelances, ils se mettent sur plein de plateformes, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence pour moi, c'est vraiment ton positionnement. Comment tu vas te positionner, à qui tu vas parler, comment tu vas te vendre, qu'est-ce que tu vas vendre et est-ce que ce que tu vends correspond à un besoin, une demande sur le marché. Les plateformes, elles sont que le reflet de ça et si tu te mets comme développeur parmi 1000 et encore je suis gentil développeurs qui font la même chose que toi, en fait tu risques de passer totalement inaperçu si à côté de ça t'as pas précisé à qu'est-ce que tu faisais exactement, t'as pas ciblé ton client, ciblé, fait du contenu ciblé, mis des liens qui redirigent aux bons endroits pour montrer en fait tes compétences, etc. Donc c'est un boulot, mais je pense que la plateforme c'est vraiment le dernier pas de ce boulot-là. Il ne faut pas commencer par les plateformes, il faut terminer par les plateformes une fois que tu as fait tout ce travail en amont. Ça c'était plus ou moins comment trouver ses premières
mission en freelance, la partie plateforme. La partie pas plateforme, pour moi, c'est la partie la plus importante, les réseaux, qui soient physiques ou en ligne, comme LinkedIn. Parce qu'en fait, c'est le réseau aujourd'hui principal. Mais il y en a d'autres. Par exemple, sur Twitter, tu peux être très influent. Si par exemple, tu es dans le Web3, ce genre de choses, tu peux avoir une présence très forte. Et c'est suite à ça que tu peux être repéré par des gens, pas par des plateformes, mais par des gens qui vont avoir besoin de toi, des clients finaux. On me demande aussi, est-ce qu'il est souvent, on me demande est-ce qu'il est possible de devenir freelance quand on est junior ou débutant. Alors moi personnellement, je déconseille, mais je déconseille complètement. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que tu n'as pas d'expérience, donc du travail en équipe, et en plus tu dois apprendre à te vendre, donc il faut que tu aies double expérience, et en plus tu as le syndrome d'imposteur qui vient parce que forcément tu n'as pas d'expérience. Et en plus de ça, tu connais pas le marché. Donc comme tu connais pas le marché, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut vendre, tu n'arrives pas à bien cerner. Alors peut-être que tu viens d'un autre domaine, du marketing ou autre. Là c'est différent, pour moi tu n'es pas totalement junior. Et encore, sur le développement, on va demander des choses. On va demander d'avoir travaillé en équipe, d'avoir fait du Git, et pas du Git tout seul, juste sa branche dev et pousser sur la main. Non, on te demande vraiment de savoir t'intégrer dans une équipe complexe qui travaille, et ça malheureusement tu l'acquiers que par l'expérience. Les petites galères qui vont t'arriver du travail en équipe, les petits merges compliqués, ce genre de trucs, tu ne vas l'avoir que par la suite. Et quand on prend un consultant externe, quand on prend un freelance, ce qu'on veut, c'est qu'il ait une rapidité d'exécution, parce qu'en fait on paye cher, et donc plus cher qu'un salarié. Certes, on maîtrise les coûts, parce que si on n'a plus besoin de lui, on n'a plus besoin de lui, mais ce qu'on veut quand même, c'est une expertise. Et cette expertise-là, tu peux difficilement la vendre en disant « je viens d'arriver sur le marché, j'ai fait qu'une école ». Tu peux penser que tu es fort, mais le marché, il te sentira. C'est-à-dire le client verra tout de suite que il va te manquer peut-être certains appuis, certaines compétences, peut-être même ton attitude ne sera pas la bonne. Donc voilà, ça se développe, et je pense que ça se développe au cours de 2-3 ans de travail salarié qui te permettent d'être payé pour apprendre. En fait, au final, tu coffres et un peu de trésorerie, parce qu'il va falloir de la trésorerie quand tu es en freelance, et tu coffres aussi de l'apprentissage. Donc pour moi, le meilleur parcours pour passer freelance, c'est d'abord de passer par quelque chose de plus stable pour apprendre un CDI, etc. La question qui revient, c'est aussi quelles compétences il faut acquérir pour passer freelance. J'en ai parlé, il faut avoir un domaine d'expertise spécifique, un truc dans lequel tu es bon, un truc que tu peux vendre. Qu'est-ce que tu sais faire ? Est-ce que tu es plus un manager ? Est-ce que tu es plus un technicien ? Est-ce que tu es plus un... Ça ne veut pas dire que tu es ça et pas développeur, c'est-à-dire que tu es développeur, mais en plus, qu'est-ce que tu peux proposer comme compétences qui font de toi un consultant qu'on vient consulter ? Donc vraiment, qu'est-ce qui fait de toi une plus-value pour la société ? Là, il faut vraiment que tu réfléchisses, pas en mode je viens et je fais ce qu'on me dit parce que je suis un salarié, mais on fait appel à moi parce que je viens amener quelque chose à la société. Qu'est-ce que je lui amène ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la gestion financière. Quand tu passes de CDI à freelance, tu n'as plus le patron qui remplace papa-maman, qui te donne de l'argent tous les mois. Tu dois aller chercher cet argent-là, tu dois savoir le négocier, tu dois savoir facturer, tu dois savoir gérer tes fonds de roulement, ta trésorerie, quand est-ce que tu es payé, quand est-ce que tu n'es pas payé. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles j'accompagne énormément, parce que c'est vraiment un truc que quand tu es en CDI, tu n'as pas à t'en soucier. Et quand tu passes de l'autre côté, quand tu passes patron, en fait, tu te rends compte que c'est hyper compliqué et tu n'es pas préparé, tu n'as pas appris. Donc si tu te lances sans être formé à ça, tu dois te former sur le tas, et tu vas faire beaucoup d'erreurs, et malheureusement, il faut avoir un petit peu d'apprentissage avant pour pouvoir... tu vas faire des erreurs, c'est sûr, mais ces erreurs-là, tu vas pouvoir les amoindrir, les tamponner, essayer de les gérer un maximum avec les connaissances que tu as. Et si tu ne connais pas, en fait, c'est poche percée, panier percé, c'est... La trésorerie, ça part très très vite. Donc il y a ce côté-là. Donc pour moi, c'est des compétences essentielles qu'il faut acquérir. D'abord de la compétence, un socle technique solide, un socle, pas être super fort dans un langage, mais avoir une position d'expertise. Une position, c'est le plus important, une position, une posture. Voilà, plutôt. C'est plutôt le mot juste, une posture d'expertise, et aussi
et avoir cette facilité, cette aisance à parler argent en fait, parler sous, faire rentrer les sous. Et parce qu'il faut savoir que va falloir négocier, va falloir négocier ton TJM, va falloir ne pas te sous-vendre, te survendre. Et ça nous amène justement à la dernière question qu'on me pose le plus souvent, avant qu'on parle un peu de la conjecture actuelle. La question qu'on pose le plus souvent, c'est combien on gagne vraiment en freelance et comment est-ce qu'on fait pour faire son TJM. Alors moi j'ai une petite technique pour le TJM qui est assez simple. En gros un TJM, il doit couvrir ton brut de quand tu n'étais pas salarié. Forcément, tu vas voir qu'au niveau des coûts, tu es vachement imposé en France, donc tu vas le mettre plus haut. Mais il faut que tu aies une grille tarifaire que tu puisses proposer à tes clients, et ça, c'est quelque chose qui ferait toujours la différence. En gros, tu leur dis, voilà, j'ai 3 tarifs. Un tarif full remote, un tarif 2-3 jours par semaine, et un tarif présentiel complet. Et forcément, plus vous me donnez des avantages, plus en fait je vais baisser mon TJM. Par exemple, je te prends un exemple sur un TJM de base à 500 pour du full remote. Tu dis, si vous me prenez quelques jours où je dois venir, et en fait mon TJM de base, mon taux journalier moyen, en fait je vais le multiplier par 1,2%, c'est-à-dire qu'il va passer à 600. Et si vous voulez que je sois plus souvent sur site, ça va être multiplié par 1,5, par exemple, je vais passer à 750. C'est le genre de TJM, par exemple, sur lequel tu peux compter quand tu te lances en tant que freelance sur un marché et que tu veux négocier ça. Donc, en gros, voilà, par rapport au TJM, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce que tu vas mettre en place ton TJM calculé par rapport à ce que tu gagnais et tout. Il y a des calculateurs en ligne, je te renvoie vers les calculateurs en ligne et là tu verras avec les calculateurs en ligne comment est-ce que tu vas pouvoir calculer ton TJM par rapport à ce que tu gagnais avant pour que ça couvre et les frais et aussi les périodes d'inactivité, parce que tu as des périodes d'inactivité en tant que freelance, des intercontrats, ce genre de choses. Il y a des calculateurs en ligne très bien qui te font ça, qui te prennent aussi, qui prennent aussi en compte ces jours d'inactivité. Par exemple, ils se basent sur 15 jours d'activité par mois, ce qui est parfois possible, plutôt que tes 21, et parce que tu n'as pas d'RTT et compagnie. Donc voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser quand tu passes en freelance. Et bien sûr, il faut aussi réfléchir à tout ce qui va être imposition, que tu sois en micro, en SASU ou en URL, qui sont les 3 statuts les plus courants qu'on prend quand on passe en free. Il y a pas mal de choses à calculer qui doivent être payées en fin d'année. Il y a aussi tout ce qui est les taxes foncières pour les entreprises, ce genre de choses. Dans les calculateurs, l'avantage, c'est que c'est mis en place. Il y a des aides aussi, il y a pas mal de... C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner à un certain moment avant de se lancer, parce que si vraiment tu veux te lancer avec un truc solide, une base, un package, un truc que tu veux, on va dire, faire perdurer, il faut que tu fasses les choses bien pour qu'elles puissent perdurer. Et parce que tu peux aussi, pendant 2 ans, pendant que tu as le chômage, bosser, coffrer un maximum, puis après au bout de 2 ans, tu retournes au CDI. Ça, c'est possible, il y en a beaucoup qui le font. Et ensuite, par rapport à la conjecture actuelle, tu vas avoir quelque chose qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, depuis le Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu beaucoup d'argent qui a été créé. Et donc, les entreprises ont travaillé malgré elles, alors qu'il n'y avait pas d'activité. Cet argent a été créé, mais il n'y a pas d'argent magique, contrairement à ce qu'on dit. Cet argent, il a dû être remboursé. Mais il faut comprendre que le cycle de vie d'une entreprise, c'est pas au jour le jour, c'est à l'année à l'année. C'est-à-dire que pour une entreprise, un jour, c'est une année. Parce que la plupart des entreprises n'étant pas des micro-entreprises, c'est des entreprises qui ont des bilans, donc qui se ferment en fin d'année. Les bilans, en général, vont du 1er janvier au 31 décembre. Donc, fin d'année, les bilans se ferment, on se rend compte qu'on a de la trésorerie, on a des dettes, ce genre de choses, donc on passe sur l'année d'après. On retravaille, on tire. Donc, en général, il y a 2 années de décalage pour un événement de ce type. Les 2 années de décalage ont commencé 2 ans après le Covid, donc 2022. 2022, ça a commencé à être une année hyper difficile pour tout ce qui est la France de manière générale, mais surtout pour tout ce qui est sociétés de services, qui, elles, ont beaucoup souffert du fait qu'il n'y avait plus de services et qu'on a créé un peu cet argent-là et qu'on s'est retrouvé à devoir le rembourser. Donc 2022-2023, 2023-2024, ces 2 années-là,
qui sont les années qui vraiment sont comme si c'était en fait les après-Covid, ont été des années hyper compliquées. Donc tous les freelances à qui tu peux parler pourront te dire 2024, ça a été vraiment, il y a beaucoup de freelances qui ont arrêté, qui sont passés en CDI, ça commence à vraiment être compliqué parce que fallait s'attirer sur la trésorerie, voilà, au niveau de la création de valeur, il n'y en avait plus beaucoup, donc il n'y a plus beaucoup de projets, les gens étaient frileux, il n'y a plus d'investissement, nous on a un métier qui marche beaucoup avec la recherche, le développement, l'innovation, il n'y en avait plus, donc voilà. On est à ce moment-là de la fin de l'année 2024, on est en 2025. Et là, c'est un peu comme la crypto. On ne sait pas. Ça peut monter, ça peut descendre. Et 2025, on voit quand même que le climat il est assez tendu. Politiquement, économiquement, forcément, les deux vont de pair. On voit qu'il y a de la récession. On voit que... Donc, ce qui se passe, c'est que les investisseurs, ils ont une réaction assez logique. Ils font monter le Bitcoin, ils font monter le cours de l'or, ils prennent leur argent, ils thésaurisent. C'est-à-dire, ils placent leur argent plutôt que de l'investir. Comme ils n'investissent pas, ça ne crée pas d'économie, ça ne crée pas de valeur. Ça ne crée pas de valeur, donc ça ne crée pas de boulot. Et comme le freelance, lui, il va vraiment surfer de valeur en valeur, de clients qui ont besoin de valeur en clients qui ont besoin de valeur, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les gros clients qui survivent en aspirant et en rachetant les petits, il y a énormément, on est reparti à la hausse sur les fermetures d'entreprises, sur les fermetures de TPE, PME, etc. Donc ce qui se passe, c'est que là, le climat, il est assez tendu quand tu veux être côté entrepreneurial. Moi, personnellement, j'accompagne pas mal d'étudiants en ce moment. Ce que je leur conseille, c'est si vous trouvez un CDI ou si vous êtes en CDI, si vous avez du chômage, restez dans cette situation et attendez que ça reparte à la hausse. Parce que là, on est vraiment dans un creux de vague. Et forcément, après, ça remontera, c'est normal. Mais là, on est plutôt dans le bas. C'est pas vraiment le bon moment pour commencer à apprendre et commencer à générer beaucoup de trésor. Ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être de l'apprentissage. Mais en fait, il faut avoir un mental assez solide. Donc si vraiment tu n'es pas sûr, c'est pas le moment, ce que je te conseille, c'est d'apprendre. C'est d'utiliser la trésorerie que tu as pour préparer, là tu mets de côté de l'apprentissage, du savoir, de l'argent, pour préparer le futur. Donc en fait, 2025, moi je vais te dire honnêtement, attendons de voir. Attends peut-être 6 mois, si tu dois ouvrir ta micro ou ton entreprise, si tu dois la lancer, lance-la plutôt milieu de l'année 2025, tu verras comment est-ce que ça a évolué. On pourra même refaire un petit point mi-2025 pour voir comment ça a évolué, comment ça a avancé. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je conseille pas de passer en freelance. Alors c'est marrant parce que j'ai accompagné, j'ai beaucoup dit oui sur l'année dernière que pour passer freelance, j'avais un programme d'accompagnement, etc. Parce que je pensais que c'était vraiment pertinent à ce moment-là d'apprendre et de se préparer. Je pense que ça l'est toujours, c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne toujours des étudiants, de se préparer, pas de se lancer forcément. Là aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre, comme je t'ai dit, un petit 6 mois pour voir comment est-ce que l'année 2025 va évoluer, comment est-ce que ça va repartir, est-ce que ça va repartir à la hausse, à la baisse ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est quoi vos retours par rapport au marché actuellement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis comme on est sur YouTube, pour me donner de la motivation et pour référencer la vidéo, pour donner de la visibilité, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là, apprenez bien, ciao.